Jean Le Rond d'Alembert naît à Paris en novembre 1717 et meurt en octobre 1783. Il n'a que 24 ans lorsqu'il rentre à l'Académie des sciences et 10 ans plus tard, avec Denis Diderot, il participera à la publication de l'encyclopédie ou dictionnaire des arts, des sciences et des métiers. Ces différents travaux ont couvert les mathématiques, la mécanique, l'hydrodynamique, l'optique, l'astronomie, la théorie de la musique et même la philosophie. Il s'est notamment intéressé à la frontière entre les mathématiques et la physique, aux équations différentielles et aux dérivées partielles. L'équation d'onde qui porte son nom est une équation aux dérivées partielles. Établie en 1746 lors de l'étude de la corde vibrante, elle relie les variations temporelles du déplacement transversal de la corde à ses variations dans l'espace par l'intermédiaire de la vitesse de l'onde ou la célérité de l'onde. Cette équation se retrouve dans d'autres domaines de la physique, en électromagnétisme pour la propagation des champs électriques et magnétiques dans le vide et les diélectriques, en mécanique moyennant certaines approximations pour la propagation du son dans les solides, les liquides, les gaz, également en électricité pour la propagation des ondes dans les câbles coaxiaux sans perte. Cette équation admet comme famille de solutions simples des solutions harmoniques, sinusoïdales, sous forme d'ondes stationnaires ou d'ondes progressives. Ce modèle de propagation simple est une bonne introduction à l'étude de phénomènes similaires mais plus complexes, comme la propagation du son dans les tuyaux sonores, les vibrations de poutres ou de plaques, ou les études mécaniques de systèmes comme les câbles, les caténaires ou les ponts suspendus à haubans. Nous allons dans cette vidéo, la physique animée, établir l'équation de propagation de d'Alembert dans le cas de la corde vibrante et à travers ces solutions stationnaires, nous verrons l'intérêt de l'analyse de Fourier en physique ondulatoire. Nous allons mettre en évidence des ondes stationnaires sur une corde et déterminer les modes propres de ce système. Historiquement, on doit cette première expérience au physicien allemand Franz Meld dans la seconde moitié du XIXe siècle. Le dispositif expérimental est constitué d'un oscillateur mécanique de fréquence réglable auquel est accrochée une corde. L'autre extrémité de la corde repose sur une poulie et est lestée par une masse. Nous travaillons ainsi en régime d'oscillation forcée. L'excitation produit une onde transversale qui se propage le long de la corde. Cette onde est ensuite réfléchie au niveau de la poulie, imposant un nœud de déplacement. Ainsi, en chaque point de la corde, l'amplitude de la vibration résulte de la superposition de l'onde émise par l'excitation et de ses réflexions successives aux extrémités du système. Pour une tension imposée par une masse lotte, nous faisons varier la fréquence des oscillations. Après un régime transitoire court, la corde oscille en présentant des fuseaux. La corde est le siège d'ondes stationnaires. Les interférences entre les ondes aller et retour forment pour certaines fréquences une succession de nœuds et de ventres de grande amplitude. La corde entre en résonance. À la résonance, l'amplitude des fuseaux est alors beaucoup plus grande que celle imposée par l'excitation. Le vibreur coïncide quasiment avec un nœud de vibration. Un éclairage stroboscopique permet de figer le mouvement de la corde lorsque la fréquence des flashs correspond à un sous-multiple de la fréquence d'oscillation de la corde. Nous venons de mettre en évidence des ondes stationnaires à l'aide d'un objet linéique. Qu'en est-il avec une surface? À l'aide du même excitateur, nous observons le mouvement transversal d'une plaque métallique circulaire puis carrée. Afin de visualiser les ventres et les nœuds de vibration, on dépose des grains de sable sur la plaque. Lorsque la plaque vibre à une de ses fréquences propres, les grains de sable migrent et s'immobilisent le long de certaines courbes. Ces courbes sont l'analogue des nœuds de vibration sur la corde. On les appelle lignes nodales. On doit à Ernst Chladni les premières expériences mettant en évidence les différents modes de vibration de membranes de diverses géométries. On considère une corde inextensible de longueur L comme celle d'une guitare, d'un piano ou d'un clavecin. On note mu sa masse linéique. Elle est tendue horizontalement selon une force constante F. La corde étant horizontale à l'équilibre, on supposera dans la suite que la pesanteur n'intervient pas. On se propose d'étudier les petits mouvements au voisinage de cet équilibre en utilisant le modèle suivant. On considère un point de la corde dont les coordonnées sont x et 0 à l'équilibre. Il se trouve au point de coordonnées x et y, fonction de x et du temps, hors équilibre. On néglige ainsi son déplacement le long de l'axe OX en considérant le déplacement purement transversal. On choisit comme système mécanique l'élément de corde situé entre les abscisses x et x plus dx,
de masse mu dx. En appliquant le principe fondamental de la dynamique à cet élément de corde, on a alors la masse, par l'accélération, égale à la somme des forces, où moins t en x et t en x plus dx désignent les forces de tension du fil, respectivement en x et en x plus dx, à l'instant t. Cette relation vectorielle projetée sur l'horizontale permet de montrer simplement que, pour de faibles mouvements, la norme de la tension est constante, égale à la force F avec laquelle est tendue la corde à l'équilibre. En projection selon l'axe Y, on relie la dérivée seconde par rapport au temps aux angles alpha en x et alpha en x plus dx que font à l'instant t les deux tensions avec l'horizontale en x et en x plus dx. Ces angles restant faibles, on peut assimiler les sinus aux valeurs des angles radians, soit en assimilant l'arc de corde situé entre x et x plus dx à sa tangente, tangente alpha est à peu près égale à alpha, soit la dérivée de y par rapport à x, on réécrit la relation précédente reliant les dérivées spatiales et temporelles, et peut s'écrire sous la forme classique d'une équation de d'Alembert, la dérivée seconde par rapport au temps égale c au carré fois la dérivée seconde par rapport à la position, où c est égal à la racine carrée de f sur mu, et apparaît comme la vitesse de propagation de la déformation transversale de la corde le long de l'axe X. Que la corde soit pincée, frottée ou tapée, on constate que la vitesse de propagation reste la même. Elle augmente avec la raideur du milieu, donnée ici par la tension F de la corde, et diminue avec l'inertie, représentée ici par la masse volumique mu. On peut retenir, plus généralement, que les ondes mécaniques se propagent d'autant plus mal que le milieu est plus mou et plus inerte. On s'intéresse maintenant aux oscillations libres et à une famille de solutions de l'équation de d'Alembert sous forme d'ondes stationnaires. On suppose que la corde est fixée à ses deux extrémités en x égale à 0 et en x égale L, où L est la longueur de la corde. C'est le cas de la guitare, par exemple, où les cordes reposent d'un côté sur le chevalet et de l'autre côté sur le sillet. Le guitariste met en vibration les cordes d'une guitare. Il génère ainsi de nombreuses ondes progressives. Seules certaines d'entre elles seront constructives après réflexion multiple. On obtient finalement un système d'ondes stationnaires et on a des conditions aux limites de résonance de la corde. L'amplitude de l'onde reste constamment nulle en certains points, appelés nœuds de vibration et distant d'une demi-longueur d'onde de vibration lambda. Elle est maximale en un ventre de vibration. L'onde obtenue se propage sur place, les nœuds et les ventres ne se déplacent pas le long de la corde. Le chevalet et le sillet distant de L sont situés à des nœuds de vibration. Par conséquent, en notant un entier n naturel quelconque, L égale n lambda n sur 2, où lambda n est la longueur d'onde associée au mode propre stationnaire de la corde, ainsi quantifié par l'entier n. La fréquence et la pulsation associées au mode n sont nu n égale c sur lambda n égale n fois c sur 2L, et oméga n égale 2pi fois la fréquence égale n fois pi fois c sur L. Le vecteur d'onde, encore appelé pulsation spatiale, vaut kn égale oméga n sur c égale n fois pi sur L. On peut alors commenter l'influence de chaque paramètre. Si la corde est légère, masse volumique plutôt faible, alors la vitesse est grande et la fréquence élevée. Si la corde est bien tendue, la force F plutôt grande, la vitesse sera plus élevée et la fréquence également, le son sera aigu. Si la corde est longue, elle plutôt grande, la fréquence sera faible et le son émis grave. L'amplitude yn de vibration pour le mode n peut s'écrire sous la forme d'une onde stationnaire harmonique appelée mode propre et peut s'écrire en remplaçant les termes de pulsation et de vecteur d'onde. L'équation de d'Alembert étant linéaire, la vibration globale de la corde, y de x et du temps, pourra s'écrire comme la somme des contributions des différents modes. Le fondamental correspond au mode n égale 1. Il a pour fréquence F1 égale pi fois c sur L. Les harmoniques correspondent à tous les autres modes de fréquence 2F1, 3F1, NF1, etc. On obtient le spectre acoustique du son en traçant l'amplitude du fondamental et de chaque harmonique en fonction de sa fréquence. Le nombre d'harmoniques dans un son complexe, ainsi que leurs amplitudes, dépendent de la nature de l'instrument de musique et lui confèrent sa propre caractéristique sonore que l'on appelle le timbre de l'instrument. En résumé, l'amplitude de l'onde donne une intensité sonore forte ou faible,
Sa fréquence correspond à la hauteur du son, aigu ou grave, et le contenu spectral correspond à son timbre, chaud, sourd, strident, dur. Par exemple, une guitare et un piano jouant la même note avec la même amplitude sonore produiront des sons dont le timbre est tout à fait différent.